Mesdames, Messieurs, amis followers, bonsoir, bienvenue à vous. Si vous nous retrouvez sur nos différentes plateformes de communication, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir et surtout de vous produire des contenus de qualité. Aujourd'hui, dans le cadre de notre production d'ici et de là, pour la première fois, nous recevons sur le plateau de CFP Media Prod une dame avec qui nous allons échanger de son parcours. On aura son point de vue sur les sujets, comme vous le savez, sur le continent européen, et aussi elle nous donnera son avis ou ses points de vue sur les différentes images que nous allons lui présenter, et elle conclura l'émission en donnant des conseils à ceux qui sont restés dans son pays d'origine. D'ici et de là, c'est l'émission qui vous permet de découvrir une personnalité, une personne avec qui nous échangeons autour des différentes questions d'ici, ici en Europe, parce que la personne que nous recevons sur le plateau de d'ici et de là vit en Europe, et de là, parce qu'elle vient quelque part, finalement, elle représente la diversité. Et aujourd'hui, je reçois sur le plateau de CFP Media Pro, dans le cadre de l'émission d'ici et de là, Solange Kamga. Bonsoir Solange, bienvenue. Merci, bonsoir Christophe. Comment allez-vous? Très bien. J'espère que vous êtes confortablement installé dans les studios de CFP Media Prod et que vous vous sentez très bien. Super bien installé. Alors Solange, je vais te demander de te présenter à nos amis followers, parce qu'il n'y a personne de mieux que toi-même pour se présenter ou te présenter à nos différents amis followers. Ok, merci beaucoup. Je suis Solange Kamga, née à Fondjomo-Okwet, au Cameroun, c'est à l'ouest du Cameroun, en Afrique centrale. J'ai 53 ans, mère de deux grandes filles de 23 et 26 ans. Oui. Je suis en Belgique depuis une dizaine d'années, je peux le dire. Et voilà, grosso modo. Solange, vous êtes en Belgique depuis une dizaine d'années. Je vais quand même vous poser la question, pourquoi avoir fait le choix de la Belgique? La Belgique, c'est vraiment, je peux dire, un hasard. Oui. Un hasard parce que dans mon imagination, j'ai toujours pensé rester chez moi au Cameroun. Oui. D'ailleurs, quand j'ai eu mon baccalauréat en 93, et dans les universités, il y a les services économiques qui venaient tout le temps à la sortie des amphis pour nous parler du voyage en Europe, à l'étranger, de l'immigration, etc. Mais nous n'étions du tout pas sceptiques parce qu'on ne rêvait pas de partir de notre pays pour un ailleurs. Oui. On pensait vraiment... Vous pensiez vivre toute votre vie Oui, plutôt... au Cameroun pour le cas d'espèce. Oui, mais malheureusement, très tôt, les choses, je peux dire, ont viré. Et j'ai été contraint, comme plusieurs de mes compatriotes, à partir. Les choses ont... Vous avez été contrainte. Est-ce qu'on peut se tutoyer dans cette émission, oui, bien Solange? évidemment. Alors, quand tu dis les choses, tu as été contrainte de partir, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Oui, bien évidemment. Je suis partie, je vais d'abord revenir sur mon parcours. Oui. J'ai eu un diplôme universitaire en informatique de gestion. J'ai eu une vingtaine d'années d'expérience plutôt en logistique au Cameroun. Oui. J'ai eu un très bon parcours, profil professionnel. Parce que toutes les fois dans les entreprises où je travaillais très rapidement, je montais très vite les échelons et j'occupais des très bons rangs. Oui. Mais, sauf que je faisais beaucoup avec la société civile, comme ici en Belgique, avec les associations. Je recevais des étudiants venus un peu de partout, monde entier dans le cadre de leurs études pour les accompagnements. Et je faisais beaucoup de formations aussi et de sensibilisation sur le terrain, notamment la sensibilisation à la non-utilisation des pesticides et des engrais chimiques. Et ça n'a pas été en faveur de mon installation ou de ma vie chez moi. J'ai été donc contrainte de partir très précipitamment de mon pays pour me retrouver en Belgique par un hasard. Et j'ai été reconnue réfugiée une fois arrivée ici. Maintenant, je suis belge, mais le parcours, il est long. On pourra peut-être revenir dessus pendant l'émission. Donc, déjà, pour bien comprendre si j'ai bien cerné, pour un sujet où, je vais dire entre guillemets, une histoire de protection de, entre guillemets, l'environnement, parce que des pesticides, c'était ton combat, tu as été contrainte de quitter ton pays. Oui, absolument. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre, mais... Oui,
Je faisais des formations et des sensibilisations partout au Cameroun. Oui. Et d'ailleurs, je me suis formée avant sur l'utilisation des pesticides, comme si j'allais vendre les pesticides, mais c'était plutôt pour faire la sensibilisation contre les pesticides. Et comme chez nous, c'était nouveau, c'était un effet de mode et non même pas d'utilisation, parce que j'ai trouvé quelquefois les pesticides qu'on devait utiliser sur le coton en train d'être utilisés sur des produits maraîchers. Or, malheureusement, les parents, ils ne savent pas lire. Ils ne savent même pas ce que c'est dedans. Et non seulement, après ma formation, j'ai vu que c'était des choses super dangereuses, mais je devenais dangereux aussi parce que je déconseillais les gens d'utiliser des produits qui étaient conseillés et fortement conseillés par l'État. Oui. Et pas et donc voilà. Et donc je voulais en venir. Oui. Donc je voulais arriver à ça. Donc c'est plutôt en face tu as trouvé. Oui, Mastodon. Qui est l'État. Oui. Réellement, c'était pas des privés ou des investisseurs. Donc c'est l'État que tu as reçu. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, déjà sur le terrain, je faisais face aux ingénieurs agronomes qui se trouvent dans des petits villages parce que je faisais des formations et dans les villages et dans les villes. Parce qu'il faut aussi reconnaître, je faisais la formation aussi des cultures pleurotes, des champignons pleurotes. Et entre autres, donc, je voyageais beaucoup pour faire la formation pour les champignons pleurotes. Mais dans l'informel, je profitais de ma formation pour les champignons pour déconseiller les gens à l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. Okay. Mais je retrouvais sur le terrain donc ces personnes qui sont des auxiliaires d'administration bien évidemment, qui travaillent dans le domaine agricole et ça ne marchait pas. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Tu as eu des attaques physiques, personnelles, ciblées? Oui, j'ai même eu des arrestations, des courriers, des refus. Voilà, c'est pareil qu'ici. Hein. Ici, c'est pareil. Je suis ambassadrice Terre en Vie, ici, ambassadrice Nature et Progrès, et je fais les mêmes luttes, même ici. Hein. Mais justement, Solange, c'est pour ça aussi que nous avons choisi de t'inviter sur le plateau de CFP Media Prod, parce que nous savons que tu es une ambassadrice des causes comme celle-là. Tu as parlé de nature et progrès. Mais raconte-nous un peu, c'est quoi toutes ces associations que toi tu défends? Parce qu'en même temps, je sais que tu fais un master en Facility Management, si je comprends. Oui, j'ai fait un master en Facility Management qui est la gestion immobilière et le bien-être au travail. Oui. Et c'est le volet bien-être au travail qui m'a fortement interpellée parce que, si tu veux bien, j'ai été malade et avant ma maladie, je travaillais chez TNT. Oui. Et là-bas, j'étais personne de confiance. Oui. Personne de confiance, c'est un peu comme... un confident, finalement, dans le milieu professionnel. Oui. Donc, je suis très portée vers les personnes et leur bien-être. Oui. Et donc, on parlait des activités sociales que tu mènes, les associations. On sait que tu œuvres beaucoup pour les associations. Lesquelles associations, tu peux les citer pour nos différents followers qui nous regardent, lesquelles associations et quels sont les buts de ces différentes associations? Oui, déjà Nature et Progrès. Ici en Belgique, c'est une grande institution pour tout ce qui est agricole, agroécologie. Ils défendent vraiment la cause des agriculteurs. Et chez Nature et Progrès, nous faisons aussi je suis ambassadrice des semences traditionnelles. OK. Parce que les semences traditionnelles, c'est les semences en voie de disparition et on a beaucoup plus de semences industrielles. Par contre, les semences sont adaptées aux régions. Oui. Les semences traditionnelles, c'est parce que c'est des semences qui poussent bien dans des localités où ils vivent. Oui. Et quand on les déporte ailleurs, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, oui. Et on les dénature généralement en les transformant pour avoir des OGM. Mais organismes génétiquement modifiables. Et par exemple, Nature et Progrès lutte pour l'entrée des OGM en Europe, puisque les OGM c'est interdit pour la consommation humaine en Europe. Mais on peut les utiliser pour la consommation des bétails. Mais de plus en plus, les gens veulent que ça entre pour être aussi consommé par les humains avec tout ce que ça comporte. Nature et Progrès, entre autres, lutte aussi pour ces causes. Okay. Nature et Progrès accompagne aussi les structures agricoles pour la production bio.
Et là aussi, je fais partie des ambassadrices, parmi plutôt les consommateurs, pour contrôler la certification bio. Oui. C'est-à-dire, nous partons chez des producteurs biologiques, nous contrôlons les semences, nous contrôlons la culture, mais vraiment de manière inopinée. On peut aller à tout moment voir comment est-ce que ça se passe sur le terrain. Est-ce que le bio, c'est vraiment le bio depuis les semences, lors de la culture, etc. Donc vraiment, nature et progrès, c'est agroécologie dans tous les sens. Tu confirmes, est-ce que tu peux vraiment confirmer qu'on peut consommer bio sur le continent européen? Oui, on peut confirmer bio sur le continent européen. Le bio européen ne sera pas le bio africain, mais le bio européen, avec tous les contrôles et les dispositions qu'on donne, oui, effectivement, quand on veut bien le faire, on peut le faire. Okay. Déjà les semences bio, ne pas utiliser les pesticides dans un certain rayon, oui. etc., etc. Oui, utiliser les pesticides plutôt naturels sur sa plantation. Oui, bien évidemment. Donc il y a ces deux associations et il y a une autre association à laquelle tu appartiens. Je te laisse parler. Oui, bien évidemment, tu fais bien de le faire. J'en ai tellement que j'en oublierai. Je suis aussi ambassadrice chez Terre en Vue. Oui. Terre en Vue, lui, c'est plutôt la protection des terres agricoles. Parce que nous constatons qu'en Belgique... les terres agricoles sont de plus en plus vouées à la disparition. Voilà, à la disparition parce que les terres agricoles deviennent les terrains à bâtir. Et les terrains à bâtir, ils coûtent plus cher. Et les personnes ont envie plutôt de revendre leur terrain, oui. aux personnes qui veulent bien investir. Et quelquefois, même si les propriétaires des petites exploitations ils sont généralement d'une famille et les autres membres de la famille qui ne sont pas agricoles aimeraient bien vendre leur parcelle quand ça passe en parcelle bâtie. Donc notre but chez Terre en Vue, c'est de trouver par exemple des coopérateurs qui vont mettre des sous pour racheter les parties des frais pour que la production puisse rester traditionnelle et bio. Okay. Et en retour, nous demandons juste à ces agriculteurs de faire du bio pour leur localité. Pour la localité dans laquelle... Dans laquelle ils font leur agriculture, parce que quel que soit, c'est tellement réduit qu'ils ne peuvent pas le vendre. C'est pas une agriculture bio à l'échelle industrielle, on va comprendre. Non, du tout. C'est vraiment local, parce que nous encourageons aussi le local pour éviter du producteur au consommateur. Au consommateur direct, pour éviter non seulement tous les intermédiaires, mais éviter aussi tout ce qu'on a comme pollution de la nature. Donc ça, c'était mon côté pour Nature et Progrès. Il y a une association où je fais plutôt de la coordination des projets qui est SCI, Service Civil International Belgique. Et là, je fais du storytelling. Donc je prépare beaucoup de jeunes qui doivent voyager, qui doivent faire le volontariat dans le monde. Parce que pour le choc, les préparer au choc culturel. Oui. Et aussi pour plusieurs ne savent pas qu'on peut partir de l'Afrique et perdre plutôt en rang social ou en autorité. Oui. Et quelquefois, c'est en leur parlant de mon parcours, en faisant les stories à ces jeunes qui se rendent compte de certaines réalités, parce que beaucoup croient que non, tout le monde part de l'Afrique pour un mieux-être et trouve un mieux-être ici. Oui. Ils ne comprennent jamais qu'il y a plein qui partent et qui perdent, même plutôt qui descendent statut social. Et donc au travers de ton histoire, tu essayes de préparer ces jeunes-là qui vont aller découvrir le monde pour être finalement des ambassadeurs. Oui. Donc, j'ai fait du slating et de la préparation, et je fais aussi des coordinations des chantiers avec le SCI, Service Civil International, y compris les animations, c'est courant les animations de type pédagogique aussi dans les écoles, les universités, etc. Solange, tu as été candidate tout récemment aux élections en Belgique. Je pense que c'était au fédéral, toi, ou à la région? Oui, j'étais candidate au fédéral. Au fédéral, à la Chambre des représentants. À l'aide ou au travers d'un mouvement politique plutôt qu'un parti politique. Effectivement. Pourquoi avoir fait le choix d'un mouvement plutôt qu'un parti? Et pourquoi celui-là? Oui, le choix d'un mouvement déjà, parce que les partis politiques, quels qu'ils soient, ne mettent pas les citoyens au centre. C'est vrai ça? Non, ils ne mettent du tout pas les citoyens au centre. Quels sont les éléments qui te permettent ou qui vous permettent, vous, dans votre association, d'affirmer cela, Solange? Ce n'est pas un problème d'association, c'est moi en tant qu'humain déjà, les citoyens qui le constatent. Parce que toutefois, quand nous votons des personnes, ils se focalisent juste sur leur programme politique et ne tiennent plus jamais compte de ce que le citoyen voudrait.
Mais on peut comprendre que le programme politique, c'est sur base de ce programme qu'ils ont été élus. Donc s'ils réalisent le programme politique, le contrat social, on peut dire qu'il est atteint. Oui, le contrat, c'est ça. Effectivement, le contrat social, il est atteint. C'est pour ça qu'un mouvement, au lieu d'un parti, parce qu'un parti, c'est vraiment centré sur son programme, c'est ce que j'ai dit. Alors qu'un mouvement, lui, il est centré sur le citoyen, il n'a pas un programme, c'est le citoyen qui va dire quel sera le programme à être utilisé, contrairement au parti qui va se centrer, comme tu le dis si bien, sur son programme. Et finalement, le citoyen, il est où dans son programme? Le citoyen n'est nulle part, c'est plutôt son programme qui est intéressant et le citoyen ne sert plus à rien. Okay. Donc ce mouvement, c'est l'unique que j'ai trouvé depuis toujours. Depuis, je n'ai pas trouvé un programme vraiment un mouvement qui proposait quelque chose de complètement différent parce que le système, quel qu'il soit, il a atteint son apogée et il faut créer quelque chose, il faut construire quelque chose à côté progressivement qui va juste rendre obsolète le programme actuel. Est-ce que finalement votre voix a porté? Est-ce que les citoyens ont entendu le message que vous leur apportiez? Oui. Sur le plan des résultats, qu'est-ce que ça a donné? Oui, effectivement, en un mois, nous avons pu toucher 10 000 citoyens. Okay. Avec une campagne d'un mois, notre mouvement existe depuis janvier et nous avons décidé seulement depuis février d'aller aux élections. Okay. Le temps de trouver des signatures et de déposer la liste pour le 12 avril. De s'organiser maintenant pour les campagnes et à passer aux élections le 9. On n'a pas eu beaucoup de temps et 10 000 citoyens quand même qui nous ont fait confiance. C'est un très bon score, même si nous n'avons pas eu de députés. Ce qui n'était pas trop notre but, c'était vraiment de nous faire connaître. OK. Oui, parce donc vous pouvez dire que l'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint parce que d'ailleurs, nous ne voulons pas le système de vote. Mais avec le système actuel, il faut l'accompagner pour le changer. Okay. On ne changera pas par un coup de baguette magique, à moins qu'il y ait une révolution qui sort du je ne sais. Mais nous sommes pour la construction non violente, donc on aimerait bien que les choses aillent graduellement et qu'à moyen ou à long terme, qu'il n'y ait plus d'élections. Qu'il n'y ait plus carrément d'élections. Qu'il n'y ait carrément. Alors c'est quoi cette philosophie, Solange? Oui, nous pensons plutôt mettre sur pied un système de tirage au sort. Okay. Et de référendum d'initiative citoyen contraignant qui sera exécutable. Parce que le référendum, il est bien beau, mais il faut qu'il soit contraignant et exécutable. Okay. Donc, ce sera ces décisions. Donc, vous devez forcer des gens à participer lors des référendums? Pas les forcer, mais s'ils veulent bien intervenir et ne pas se plaindre, ils doivent dire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est leur voix qui porte les citoyens, comment la cité se gère. Mais on gère la cité pour le citoyen. Oui. Il faut bien qu'il dise qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle avec le système qui est déjà là en place? Parce qu'à partir du moment où vous ne forcez pas, vous n'imposez pas aux gens à aller, par exemple, à un référendum pour dire s'ils sont oui ou non contre une loi ou un projet ou quoi que ce soit, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça revient à la même chose? Du tout pas, parce que nous n'avons aucun programme. La grosse différence, c'est au niveau des partis et des programmes. Nous n'avons aucun programme et lui, il sera construit par ce qui sera fait, sera ce que le citoyen aura voulu. Okay. C'est l'unique différence. S'il y a des partis qui décident aujourd'hui de n'avoir aucun programme et de rester dans le système électoral, etc., je ne sais pas comment ils le feront, mais ce sera parfait. Parce que se contraindre dans des programmes, c'est là où il y a le nœud de la chose. Solange, oui. Une question. Pour avoir été un tout petit peu, ou alors pour avoir un peu suivi la campagne électorale dans ton mouvement politique, j'ai remarqué que tu étais la seule personne afro dans le mouvement. Je peux me tromper, après tu me corriges. Est-ce que, quelque part, tu n'étais pas une identité remarquable? Identité remarquable, je ne le dirais pas. J'étais une personne comme toute autre personne. Parce que je pose la question pour qu'il faut qu'on s'entende dans certaines partis politiques ou alors, on va dire, mouvements associatifs ou peu importe pour qu'on globalise, on a souvent le sentiment que des personnes originaires de l'Afrique du sud de l'Afrique sont souvent dans certaines positions pour faire figuration, non? On pourrait avoir l'impression, ce qui n'était pas mon cas. J'étais vraiment une personne comme une autre. Okay. D'ailleurs, je me suis retrouvée là, je peux dire, de manière très fortuite.
parce que c'est mon parcours plutôt social qui m'amène même à découvrir le mouvement et à être à ce poste. Ok. Je vais même vous livrer une petite confidence par rapport à mon profil. Au départ, je n'ai pas pensé y aller. J'accompagnais le mouvement, mais j'ai rencontré une jeune Africaine que je ne connais même pas, qui m'a dit, mais madame, je pense que vous pouvez aller. Ok. Je ne sais pas pourquoi vous le faites pour les autres. Pourtant, vous parlez tellement de ça que je trouve que vous, à la place, ça aurait été. Donc, c'était pas une volonté... J'avais même pas imaginé. Vous n'aviez pas l'idée, l'intention. Oui. C'était sur le marché de Serein pendant que je cherchais des signatures pour d'autres personnes. Ok. Je n'étais même pas candidatée, j'accompagnais mon mouvement. Et c'est cette jeune fille qui m'a vraiment dit, mais madame, je pense que vous êtes faite pour vous êtes faite pour cette histoire et qu'il faudrait vraiment que vous soyez notre porte-voix. J'ai dit, waouh. Ok, super. Et à partir de ce moment, ça m'a trotté et les choses se sont mises en place. Oui, et c'est comme ça que vous avez été numéro 2 sur la liste de votre mouvement, c'est bien ça? Oui, j'étais numéro 2 après le fondateur, je peux dire, du mouvement. Ouais. Solange, on a parlé des différentes associations auxquelles tu appartiens. On a parlé un peu de ton parcours, de pourquoi, du comment et comment tu arrives en Belgique. Okay. On a parlé un peu de ce qui s'est passé tout récemment avec les élections. Donc on a compris que tu es bien impliqué dans la société au travers de tes mouvements et de ton implication finalement. Hein. Mais la question que je te pose quand même finalement pour sortir de cette partie de l'émission, pour toi, c'est quoi la diversité? La diversité, je peux dire, c'est un peu tout. Ok. Moi, par exemple, qui suis aujourd'hui une personne à mobilité réduite, quand je suis avec des personnes qui n'ont pas de handicap, c'est la diversité. Ok. C'est-à-dire la diversité, comme son nom l'indique, je peux dire, c'est la différence. Quand tu n'es pas comme les autres, tu es divers. C'est vraiment ça la diversité, parce que quelquefois, en tout cas, la personne qui utilise le mot l'utilise dans un contexte et le contexte qui va définir c'est quoi la diversité. Okay. On ne saurait pas donner une définition crachée de diversité, mais si je suis dans un milieu hétérogène, je parlerai de diversité. Si je suis par exemple le monde du facility management où je suis, avec peut-être des comptables, ils seront une diversité de nous. Oui. Donc la diversité, elle peut se définir de plusieurs façons, mais il faut contextualiser il faut finalement. Contextualiser le mot diversité. Super. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, c'est la première partie. C'était la partie qu'on a réservée à la présentation de l'invité, en l'occurrence Solange Kiamga. Vous avez compris qu'elle a un parcours associatif assez chargé et aussi au travers de ses différentes formations et son implication dans la société. On se retrouve dans la deuxième partie avec D'ici. Et pour cette partie d'ici, Solange, on va te faire choisir parmi ces 4 bouts de papier ou ces 4 cartons, on va dire ça comme ça. D'accord. Tu vas faire un tirage et ce sera le thème dont nous allons discuter dans cette partie de l'émission. Alors, je te laisse choisir lequel des cartons tu vas tirer. Merci. Tirage avec remise ou sans remise? Sans. De mon côté, logique. Je suis une logique. Bien. Solange, quelle est la question que tu as tirée? Comment impliquer et ou motiver la jeunesse en politique? On va vérifier. On va présenter aussi à tous nos amis internautes et followers comment impliquer et ou motiver la jeunesse en politique. Solange, on t'écoute. Aïe, aïe, aïe. Gros morceau. Mais justement, on parlait de politique. Oui, je profiterai pour dire que tout est politique. Tout est politique, vraiment tout, même comme le terme politique a été complètement dénaturé. De nos jours, quand on parle de politique, ça devient très péjoratif. Et la politique ne devrait pas être juste la politique politicienne comme nous le voyons aujourd'hui. Mais la politique, c'est vraiment quelque chose de plus large que la restriction que les politiciens en ont fait aujourd'hui. Tout est politique, les social c'est politique, l'environnement c'est la politique qu'on le donne, c'est vraiment une façon de faire qu'on appelle politique. Et l'implication, comment est-ce que je peux demander et quel conseil je vais donner aux jeunes pour s'impliquer? C'est aujourd'hui, je suis d'une génération qui n'est pas celle d'aujourd'hui.
Et la vision, elle est vraiment différente. Heureusement que dans notre parcours associatif, on fait beaucoup de formations et on a fait une formation sur les mutants. Parce que la génération Z, la génération d'aujourd'hui, c'est la génération des mutants. Une génération de mutants. C'est des mutants. Et il faut bien comprendre. Je suis quand même intéressé par le concept de génération de mutants. Est-ce que tu sais développer un peu plus? Parce que mutant, est-ce qu'on va parler de mutation dans le cas, et le comprendre comme un changement progressif, ou mutant, comment vous l'entendez? Mutant, c'est le thème qui est donné à la génération Z. Okay. Ou bien la génération Z et légèrement la génération avant et celle d'aujourd'hui. Okay. C'est la génération dite des mutants avec beaucoup de choses. Je vais par exemple prendre le cas des GSM. La génération des mutants, les GSM par exemple, est considéré comme le prolongement de leurs doigts. Okay. Le prolongement des doigts des mutants. Ce qui fait que plusieurs parents qui pensent qu'ils peuvent restreindre les enfants à l'utilisation des GSM ou des tablettes, etc., ce serait comme s'ils coupaient une partie de leurs doigts. Okay. Et les mutants, ils sont comme ça, on ne sait rien faire. Notre génération, par exemple, de notre génération, on ne pouvait peut-être pas parler à un parent en le fixant, etc. Dans les yeux, par contre, oui. la génération des mutants, c'est une génération qui s'impose, qui s'affirme, et il doit parler à quelqu'un en le fixant, en le regardant. Et ça a été un grand choc, par exemple, chez des enseignants de maternelle, qui trouvaient déjà des enfants très jeunes qui leur parlaient en le fixant, en le regardant, alors que de leur génération, ce n'était pas la chose. Okay. Heureusement qu'il y a donc eu cette formation pour comprendre cette génération. C'est pour revenir vraiment à cette question de motivation de jeunesse. Il faut déjà comprendre la jeunesse, comme je disais tantôt, c'est pour ça que je parlais des mutants. Il faut comprendre la jeunesse, il faut le positionner dans son environnement pour lui faire des propositions. Parce que proposer aujourd'hui des choses aux jeunes en tenant plutôt compte peut-être de notre génération, ça n'ira pas. Oui. Il faut plutôt prendre en considération le contexte. Le contexte des jeunes, le comprendre déjà que c'est une autre génération, afin de les intéresser à la chose politique. Déjà, le numérique, comme je disais tantôt, on est aujourd'hui à l'ère de la révolution numérique, on est au tout début de la révolution. Et les politiques aujourd'hui doivent se concevoir aussi avec beaucoup de numérique. Donc il faut déjà trouver des informations numériques à mettre à disposition de ces jeunes pour se préparer, pour leur préparer. Par contre, nous, on avait plutôt tendance à beaucoup plus de lecture. Oui, des livres, etc., orientés vers la politique ou autre chose. Mais aujourd'hui, on doit plus faire des supports visuels ou des supports électroniques pour ces jeunes, pour leur préparation. Donc, je peux interpeller plus de jeunes à aller dans des sites de recherche, mais des sites beaucoup plus ciblés, comme les sites académiques, les Google Scholar, ils peuvent trouver plus d'informations plus fiables, ou des sites scientifiques, que juste le Google, où on ne sait pas, il y a beaucoup d'informations dessus, mais on ne sait pas comment filtrer. Il faut être préparé et pouvoir trier et avoir la bonne information. Oui. Par contre, en prenant les sites spécialisés, on a plus de fiabilité d'informations. D'autres proposeraient des wikis, mais ce ne sera pas mon cas, parce que le wiki, pour moi, c'est comme le Google, l'information, elle n'est pas filtrée, elle n'est pas certaine comme dans les sites spécialisés, comme les Google Scholar et autres. Donc finalement, tu parles de former, de former la jeunesse. De former et d'informer. Oui. La jeunesse et de mettre à disposition de la jeunesse des contenus numériques pour les permettre lors de leur recherche de se former eux-mêmes, parce qu'ils ont tendance à être plus indépendants, à faire plus de recherches que de chercher l'information vers des personnes ou dans les livres. Donc ce que nous on peut faire, ce que moi je peux proposer, c'est qu'on mette plus de contenu numérique à disposition des personnes sur des sites professionnels ou sur des sites spécifiques à disposition de ces jeunes. Ok. Et est-ce que tu penses sincèrement que former, informer seront suffisants pour qu'un jeune se sente impliqué ou ait l'envie de s'engager pour, par exemple, le changement de sa société? Parce que le but, quand même, quand on fait de la politique, c'est parce qu'on aime les gens, non?
C'est qu'on voudrait que les choses changent, que les gens se sentent de mieux en mieux. Oui, absolument. Donc, est-ce que ce sera suffisant finalement? Oui, ce sera suffisant parce que quand on va chercher l'information, déjà le jeune qui a cette fibre politique, il va chercher l'information politique. Le tout n'est pas de faire de la politique, mais il faut aimer le faire comme toute chose. Quand on aime vraiment la chose qu'on va faire, on le fait avec tout l'engouement. Donc, Solange, on va remettre un peu l'église au centre du village, comme je vais aimer à le dire. Alors, tu prends un jeune qui, aujourd'hui, ne s'intéresse nullement aux questions politiques. Et donc, tu lui donnes des formations et tu lui mets à disposition des contenus qui vont peut-être l'inciter. C'est ce que tu veux dire? Non, je ne prendrai pas celui-là parce qu'il n'est pas intéressé par Donc, il faut déjà commencer par... Il faut déjà commencer par identifier la personne qui a une fibre politique et qui s'intéresse à la chose politique. Et comment tu fais pour intéresser ceux qui n'ont pas la fibre politique? Ah non, je ne dirais pas les intéresser. Du tout. Du tout. Je les intéresser à ce qui a du sens pour eux. Et ceux qui ont cette fibre politique, je mettrai à leur disposition du contenu pour développer. Donc toi, tu considères cela comme il faut concentrer l'énergie sur des personnes qui ont vraiment besoin. Oui, absolument. Absolument, sinon c'est l'énergie. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas stimuler certaines choses parce qu'il y a aussi des compétences latentes dans des personnes. Bien évidemment. Il y a aussi des choses que les gens aiment mais qui ne s'expriment pas. C'est pour ça qu'il faut mettre les contenus à disposition parce que quelquefois, même si ce n'est pas la personne cible, en fouillant l'information, il tombera dessus, même si c'est par hasard. Et si c'est quelque chose qui lui parle, et ça va lui parler. Et peut-être ça va naître en lui cette flamme qui était endormie. Solange, on va avoir des élections communales bientôt. Ce serait pas intéressant qu'on ait des jeunes qui soient des candidats? Ce serait super intéressant. Mon mouvement, par exemple, va aux élections communales. J'y vais pas, je ne partage pas, mais j'accompagne. Parce que pour moi, les élections au niveau communal, déjà au niveau local, on fait beaucoup de choses avec l'associatif. Oui. À Grasselon, là où j'ai vu, on a un potager collectif qu'on est en train de stimuler. On fait plein de choses avec les jeunes, comités de quartier, etc. On en a créé à Chemep Centre, à Bois de Mont, à Grasselon, etc. Et tout qu'on en fait déjà assez sur le terrain. Donc pour moi, ce n'est pas alléchant d'aller au communal. Au communal, oui. Par contre, il y a des personnes qui peuvent mieux s'exprimer sur ce terrain et qui sont partants pour aller, moi je les accompagne. Mais comment est-ce qu'au quotidien, toi tu peux motiver les jeunes, par exemple, à être candidats au communal qui vont arriver, même si toi tu ne partages pas le fait d'être candidate? Motiver des personnes à être candidats, parce que c'est pas ce que je vais... Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas mettre à disposition des formations et des contenus. Non, mais par contre, il faut susciter en eux l'envie de pouvoir être candidat, par exemple. Pas pour demain. Ceux qui devaient avoir l'envie d'aller aux élections d'octobre, c'est déjà fait. C'est pas pour maintenant. Donc toi, tu les travaillerais à plus tard. Oui, en amont, comme toujours, en mettant des contenus, en faisant des formations, des sensibilisations. Dans ma commune, par exemple, le mois passé, j'ai eu 15 scouts avec qui j'ai fait planter une centaine d'arbres dans le potager collectif. Et en parlant d'autres choses, en expliquant que j'étais candidat, etc. Ceux qui, par exemple, sont intéressés vont me poser des questions plus pointilleuses sur ma candidature. Oui. C'est déjà un attrait. Et là, je vais leur expliquer, voilà comment vous pouvez faire si vous êtes intéressé, etc. Si c'est la personne qui est intéressée, spontanément, il aura l'information, il fera la recherche. Mais je n'irai pas chercher la personne, comme j'ai dit au début, qui n'a pas cette fibre politique parce qu'il faut absolument aller. Non, les jeunes, ils sont super intéressés. Ceux qui sont intéressés, ils le font. Merci Solange pour cette belle contribution. On va se retrouver, mesdames, messieurs, dans la troisième partie de l'émission. Ce sera juste après le break qu'on va partager avec vous. Solange nous donnera son avis en regardant quelques images ici avec nous en studio. Alors Solange, la première image qui s'affiche sur notre écran, tu reconnais la personne? Oui, bien évidemment. C'est? Je pense qu'il est en train de signer comme bourgmestre de Ganserie. Et donc il s'appelle Monsieur Compagnie. Monsieur Compagnie. Qu'est-ce qu'il t'inspire, Monsieur Pierre Compagnie? Un modèle pour nous qui voulons bien nous engager en politique. Oui.
Oui, modèle, un aîné qui nous inspire très fortement, qui nous donne le courage et la force d'aller de l'avant. Il faut noter qu'en 2024, il devient député fédéral. Hein, absolument. Après être passé par bourgmestre, échevin, conseiller communal, membre du Parlement de Bruxelles-Capitale. Il faut aussi noter quand même que Monsieur Pierre Compagnie a été un ingénieur de formation avec une orientation mécanique et une finalité aéronautique. Il a travaillé pendant 10 années comme quality manager dans une société de fret aérien. Super, merci. Et prochaine image. Oui, Fatou. Fatou? Fatou comment? Fatou Diop. Fatou Diop. Alors, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Une engagée qui écrit. Oui. Oui. Fatou qui effectivement est écrivaine, qui a à son actif plus d'une dizaine d'œuvres. Et dans le dernier paru en 2023, Le Verbe libre ou le silence chez Albin Michel. Il faut dire qu'elle a un parcours assez spécial, hein, victime de discrimination très tôt dans son petit village. Elle subit le racisme quand elle arrive en France dans sa belle famille, mais ça ne lui a pas empêché d'atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui. Il faut quand même noter que pour elle, le sujet qui lui passionne, c'est le mariage en Afrique, le mythe de l'Europe et la question de l'identité. Prochaine image. Gisèle. Gisèle. Le nom, Gisèle Mandaïla Malamba. Malamba. Voilà. Oui. Un commentaire? Inspirante aussi. En tant que députée et présidente des femmes des défis. Oui. C'est quelque chose d'appréciable. Oui. Parce que ça me fait quand même penser. Quand je l'ai connue, j'ai directement pensé à la jeune africaine qui devait passer au journal télévisé pour lequel les gens se sont soulevés contre elle et qui n'est pas passée. J'ai dit, au moins, c'est une qui peut être quelque part comme africaine. Oui. Et ça m'a fortement intéressée. Il faut dire qu'elle a été, c'est la seule personne afro qui a été dans un gouvernement en Belgique, puisqu'elle a occupé la fonction de secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées. Elle est experte en management associatif. Et la dernière image. Oui, le grand prof. Et le nom? Le grand professeur. Alain Chimie. C'est chimie, on dirait chimie, mais la façon d'écrire. Ah oui, bon, oui. Oui. Ben oui. C'est le professeur. Le professeur à l'ULG. Oui, il est professeur à l'ULG, oui. Et a aussi participé à la création du Smirnoff, qui développe certains produits antibiotiques. Et avec énormément de publications à son actif. Oui. C'est super intéressant. Il faut noter. Apparemment d'une humilité extraordinaire. Oui, très humble. Ça, je ne savais pas, c'est plutôt ma fille qui m'en a parlé parce qu'elle a fait le stage dans le laboratoire, comme ça, curieusement. C'est vraiment un parfait truc. Et c'est Smirnoff qu'ils ont créé. Elle a failli travailler dans ce laboratoire, mais malheureusement, elle voulait continuer avec son master. Elle ne voulait pas rester au niveau de graduat. On cherchait plutôt quelqu'un avec un graduat. Donc, il est maître de conférences en radiologie à l'Université de Liège et à l'Université libre de Bruxelles. Il participe à l'aide au développement en étant professeur associé à l'Université des Montagnes et à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Membre du bureau des experts de la Société européenne de radiologie cardiovasculaire, président de la section imagerie cardiovasculaire non invasive de la Société belge de radiologie et beaucoup d'autres choses à son actif. Merci Solange d'avoir participé à ce petit break. On va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. Merci. Et ce sera le débat, puisque tu viens du Cameroun. Du Cameroun, habituellement appelé encore le continent. Alors Solange, c'est vrai qu'à l'entame de cette émission, tu nous as parlé un peu du Cameroun, mais on a perçu très rapidement du négatif. Mais aujourd'hui, quelle est ta vision du Cameroun, ton pays d'origine? J'ai parlé du négatif parce que ça m'a permis de partir, mais jamais je parlerai du négatif de mon très cher pays. Oui. Parce que ce que je vais déjà dire, c'est que nul n'est à l'aise nulle part que chez soi.
quand on est chez soi, on a une sécurité morale. C'est-à-dire, quand tu flottes les terres de tes ancêtres, tu te sens en sécurité. C'est pas quelque chose qu'on sait expliquer ou quoi, mais le simple fait que tu es chez toi, tu es en sécurité. Oui. Donc, tu ne saurais pas dire ton pays, il est négatif ou quoi, mais c'est le chez toi, c'est ta sécurité. J'ai parlé de cette négativité spécifiquement de mon parcours de l'université à mon départ. Parce que le pays, avec le multipartisme, avec la mondialisation, etc., s'est vu dégradé, mais très très fortement, et est devenu, je peux dire, à la limite, invivable. Par contre, il y a beaucoup de choses, énormément de choses en bien, qui est et qui demeure, bien évidemment. Je ne voulais pas te poser la question, mais je me dois de te poser la question. Est-ce que tu es quand même retourné au Cameroun ces 10 dernières années? Oui, bien évidemment. Et comment tu as trouvé le Cameroun? L'arrière-pays d'où je viens, parce que je suis née en campagne. Et quelque chose qui m'a très fortement frappé, c'est que le pays et l'arrière-pays est déserte. Les jeunes ont complètement visité les campagnes. L'exode rural. L'exode rural, mais de manière criante. Et malheureusement, les gens qui font l'exode rural reviennent tous les week-ends dans des cercueils. Malheureusement. Malheureusement, parce qu'il y a un événement chez nous qui est les mototaxis. Et beaucoup de jeunes qui désertent pour aller vers là, ils désertent et les écoles et les universités, etc. pour aller faire de la moto dans les grands centres urbains. Oui, quelquefois sans même faire de l'auto-école, dont ils ne connaissent même pas le code de la route, ils ne respectent rien et ils sont tellement encrins à la rapidité dans cette speed life que les décès, on les compte des bouts des doigts. Donc, ce qui m'a fortement frappé, c'est cet exode rural. La population, elle est très vieillissante dans les campagnes. Et malheureusement, nous sommes essentiellement agricoles. Et il n'y a plus de personnes pour cultiver les terres. Oui. Il n'y a plus ces personnes parce que la jeunesse s'est déversée en ville. Et la population qui est restée, elle est vieillissante. Et ça c'est sur le côté de la campagne, mais sur les grands centres urbains? Les grands centres urbains, ils étouffent de toutes ces personnes qui affluent. Ils étouffent de population. Conséquence logique. Oui, mais cet exode rural fait le surpeuplement, je veux dire le manque d'emploi parce que la population est de loin supérieure au nombre d'emplois qui existent. Ce qui fait qu'il y a la création de tout genre de métiers, y compris les nobles et les moins nobles. Oui. Donc, dans les villes, sur le plan environnemental aussi, il y a l'avancée très visible de la sécheresse. Partout où il faisait même un peu froid, il y a beaucoup de chaleur maintenant. L'avancée aussi des moustiques, puisqu'en Afrique, il y a ce phénomène des moustiques qui prolifèrent un peu partout. Donc, c'est un peu ce côté. Par contre, ce qui reste encore, c'est qu'en campagne, nous avons encore notre belle culture. Oui. Et cette belle culture, elle reste encore, elle demeure là-bas, avec les savoir-vivre. Malheureusement, en ville, de moins en moins. De moins en moins, on trouve la culture. Les gens veulent copier un modèle qu'ils ne connaissent pas. Le modèle occidental, par exemple, on ne peut pas copier quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on a tendance à dire qu'on copie. Il faut déjà connaître ce pour copier. Oui. Et ça, c'est le phénomène qu'on retrouve beaucoup plus dans les grandes villes. Et à cette jeunesse, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? À la jeunesse, je peux donner le conseil de se former et de s'informer. Le même que tu as déjà donné. Oui. Se former et de s'informer. Et c'est le même que je donne ici et là-bas parce que dans la société, que ce soit ici ou là-bas, beaucoup de gens ne s'informent pas. Les gens croient même se former, mais se former peut-être à leur métier professionnel et ne se forment pas dans la diversité, comme on disait tantôt. Et ne s'informent pas aussi de notre environnement, de ce qui se passe autour de nous, etc. Et ça, c'est aussi une grande limitation à notre niveau. Le fait de s'informer, d'être curieux de ce qui nous entoure, de ce qui est partout, de vraiment s'informer, même des choses qu'on croit que ce n'est pas important pour nous. Si ça existe, ça peut nous inspirer. Vraiment se former, c'est quelque chose de capital. Déjà, la plus petite même des formations que je propose de nos jours à notre niveau, c'est la formation des volontaires secouristes. Ok.
Parce que plusieurs accidents qui se font, par exemple, au niveau des motos, ce n'est pas l'accident en elle-même qui est mortel, mais le fait que les personnes n'ont même pas les gestes de premier secours et qu'ils pouvaient peut-être même passer un peu garrot, etc., sauver des personnes accidentées, mais le fait qu'ils n'ont pas ces ils ne sont pas formés à ces gestes de secours. Voilà, des choses peuvent aller mal. Donc, pour le moment, ce que moi je fais sur le terrain, c'est vraiment la sensibilisation à cette formation de premier secours. Pour que vraiment quiconque... Et en plus, on a des personnes qui vivent aussi quelquefois tellement loin, il n'y a pas de moyens de locomotion. Pourtant, en connaissant juste les gestes de premier secours, ça peut aider et sauver plusieurs personnes. Donc, c'est quand même des... Je voulais te poser la question, mais de savoir quel est ton engagement vis-à-vis de ton pays que tu as laissé. Mais là, on comprend déjà qu'il y a des choses que tu fais. Est-ce qu'il y a, mis à part cette formation que tu donnes de premiers secours, quelles sont, je vais dire, entre guillemets, tes relations, quelle est ta contribution, en plus de celle que tu viens d'énoncer, à ton pays d'origine? Oui, je vais d'abord parler d'un constat que j'ai fait parce que moi, je travaille beaucoup avec la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Oui. Moi, j'ai identifié que chez moi, nous ne sommes même pas au niveau de base. Oui. Qui est vraiment l'alimentation, les besoins primaires, quoi. Les besoins primaires, élémentaires. Nous ne les avons pas et ça m'interpelle très, très fortement, cette pyramide de Maslow. Et moi, quand je regarde les sociétés qui avancent, leur base est complètement assainie. Et ils peuvent passer à un niveau supérieur de la pyramide de Maslow. Mais chez moi, ce n'est pas possible parce que le niveau de base n'est pas assaini. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à l'agriculture parce que c'est un levier sur lequel je peux agir. Et sur le terrain, ce que j'ai fait, j'ai contacté par exemple les collèges agricoles qui ont ouvert récemment, comme le collège agricole de Balembo. Je suis allée déjà plusieurs fois sur le terrain. Question de sensibiliser les personnes, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter dans des bibliothèques, etc. Et aussi de former des personnes telles qu'à la sortie de l'école, qui ne soient pas toujours des chercheurs d'emploi comme on en a aujourd'hui. Mais que ce soit plutôt des employeurs, que ce soit plutôt des investisseurs, des entrepreneurs. Qui soient des entrepreneurs déjà dans l'âme. Et par rapport à ça, j'ai trouvé plein de structures ici en Europe qui sont volontiers pour faire des transferts de technologies sur place, adaptables, pour qu'à la sortie de ces écoles, par exemple, des personnes puissent déjà s'organiser à faire du matériel peut-être agricole, la construction du matériel agricole, etc., etc. Donc ma vision, c'est vraiment plutôt sur ce levier. Moi-même, j'ai fait des formations comme les guides de composteurs pailleurs, pour sur le terrain, former des gens à faire leur propre compost. Ça va beaucoup aider déjà à limiter les tris des ordures qu'on ne fait pas déjà et qui pourra diminuer non seulement le volume des ordures, mais qui aidera à des personnes à ne plus seulement acheter des engrais, mais à utiliser leurs propres composts qu'ils le font. Oui. Donc j'ai fait cette formation entre autres ici pour former les gens à la production de leur propre compost. Donc moi, c'est beaucoup plus sur ce côté agroécologie que j'aimerais bien intervenir. J'ai rencontré une congrégation de prêtres du côté de Yaoundé où on est en train de réfléchir maintenant parce qu'ils ont des espaces. On a envie de faire des vergers là-dessus et des vergers là-dessus, de les former aussi au terrain d'agroécologie. Donc j'ai plein de contacts plutôt du côté de la France qui sont formés aussi là-dedans. Et le fait qu'en Afrique, on a plusieurs saisons. C'est-à-dire en une année, on peut avoir plusieurs récoltes. On a aussi envie de faire des partenariats avec des écoles, notamment à Rennes, etc., tel que le modèle africain pourra plutôt être aussi, un terrain pour eux, un terrain d'expérimentation pour eux. Et comme ça, les étudiants ne seront pas obligés de venir juste ici, comme on le fait déjà maintenant, mais les étudiants de Rennes peuvent aussi aller sur le terrain pour s'inspirer. Parce que chez nous, on a plein de choses sur lesquelles on peut encore s'inspirer, mais on croit que non, mais ici, on trouve même que beaucoup de choses ont fait leurs limites, mais chez nous, on a encore des choses qu'on peut préserver. Et ça, c'est l'un de mes combats aussi, préserver ce qui est préservable et même servir de modèle pour les autres. Donc ça très noble comme engagement et comme projet. Et est-ce que tu penses qu'au travers de ça, on pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire? C'est le but. C'est le but, mais pas juste c'est pas un projet qui va se faire à partir de ce que je fais. Ben oui. Mais si chacun à son petit niveau
fait déjà quelque chose comme ça et a conscience de le faire, on pourra un jour, bien évidemment, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il le faut même déjà. Si on n'a pas l'autosuffisance alimentaire, on ne saura pas aller à un cran supérieur. Le projet est-il encouragé par les autorités locales? Je travaille beaucoup plus avec la société civile. Okay. Et du tout pas avec l'autorité parce que quelquefois on n'a pas la même vision des choses. J'espère que tu n'auras pas de problème comme ceux que tu as eu au travers des engrais. En tout cas, je suis bien têtue, comme ici d'ailleurs. Merci bien Solange. Et pour conclure cette émission, je vais te demander de donner un mot. Quel est ton mot de la fin pour conclure cette émission, Solange? Quel est ton mot de la fin pour nos différents amis followers, nos différents internautes qui regardent ou qui regarderont cette émission, cette production sur nos différents canaux de communication? Merci. Je vais d'abord revenir un peu sur le Cameroun, mon pays où l'Afrique générale et l'Occident. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait absolument dire plutôt aux gens ne venez pas en Europe, c'est mauvais, c'est ceci. Moi, je suis plutôt des personnes qui encouragent les gens qui veulent absolument voir quelque chose, d'aller voir et de découvrir que ce n'est pas ce qu'on pense et de prendre leur décision de rentrer ou de rester. Donc, pour moi, déjà, c'est ça parce qu'on a eu beaucoup de marchands d'illusions qui, qui nous donne plutôt une autre face de la chose qui n'est pas. Quand nous, par exemple, je prends les émissions, je ne vais pas demander peut-être à la Belgique de faire la part belle du Cameroun, parce que le Cameroun ne laissera pas de faire sa part belle pour faire la part belle de Belgique, mais je souhaiterais quand même que quand on veut parler de l'autre, qu'on ne soit pas juste en train de faire dans la négativité. Ok. Voilà. Ou de présenter plutôt le côté Eldorado à la population pour dire non, le beau c'est de l'autre côté. D'ailleurs, la personne qui m'inspire, que j'aimerais bien parler, c'est Madame Fonning. Moi, mon inspiration et mon ancrage, c'est Madame Fonning de Regretter Mémoire. La façon dont elle a travaillé, elle avait plusieurs faces. Si on prend Madame Fonning en oubliant le côté que les gens ont perverti en parlant de politique, qui n'est pas une mauvaise chose, parce que la politique en soi, elle n'est pas une mauvaise chose, mais c'est ce qu'on en fait qui le rend mauvais. Elle, en dehors de ce côté où les gens ont utilisé pour la pervertir, Madame Fonning, c'était un modèle et c'est mon modèle. C'est elle qui m'inspire. C'est elle qui aujourd'hui me donne le courage d'être à tous les niveaux ici, sans tabou, etc. Et c'est sa vision des choses qui m'a même permis de voir la différence entre le racisme et le nationalisme. C'est deux choses très, très Je m'en différentes. Voudrais de ne pas te poser la question, Solange, d'expliquer un peu plus à nos amis followers quelle est la différence que tu en fais. C'est le moment, tu ne peux pas t'en vouloir, c'est le moment libre que tu m'as donné de m'exprimer qui me permet de parler de ça. Quand je prends par exemple deux peuples, quand on va en Autriche, on trouve que les gens en Autriche sont des nationalistes. Ils sont des nationalistes parce qu'ils aiment leur nation. Ils ont un bel ancrage. Ils ne détestent pas l'autre. Ils aiment puis s'aiment. Qui est très différent de ceux, par exemple, de ce côté de la France, de la Belgique, etc., qui détestent l'autre. Détester l'autre, c'est le racisme. Alors qu'eux, ils s'aiment. S'aimer, ce n'est pas le racisme, c'est juste plutôt le nationalisme. Tu t'aimes, tu es nationaliste, tu aimes ton terrain, etc. Or, beaucoup de gens, je pense, cachent plutôt le racisme en disant qu'ils sont des nationalistes alors qu'ils ont plutôt la haine de l'autre au lieu de s'aimer. Ça, c'est la grosse différence que moi j'ai identifiée en voyageant parce que je voyage aussi beaucoup. Ici en Europe, j'ai découvert cette différence qui est nette du côté de l'Autriche. C'est des purs nationalistes, il n'a que foutre de toi qui existe, il ne te déteste pas, c'est même pas son problème, mais il s'aime. Alors que les autres, ils vont se cacher derrière les nationalistes, ils vont plutôt détester d'autres, qui est le racisme. Au lieu de se focaliser sur s'aimer ou aimer son terrain, il va plutôt détester l'autre. Ça, c'est moi la grosse différence que j'ai vue chez les deux. Merci en tout cas. De rien. Merci en tout cas pour cette explication. Et merci surtout à toi d'avoir accepté de participer à cette production d'ici et de là. Merci une beaucoup. Production CFP Media Prod. Et nous te remercions davantage, encore plus que tu es la première dame qui passe sur notre plateau. Ça me touche. Mesdames, Messieurs, amis followers, c'est un plaisir pour nous de vous proposer cette autre production
d'ici et de là. D'ici parce que l'invité vient d'ici en Belgique, sur le continent européen, et de là parce que l'invité vient de quelque part. Oui. Et ce quelque part, pour le cas de Solange Kamga, c'était le Cameroun. D'ici à là, portez-vous bien. N'oubliez pas le clap de la fin. Commentez, likez, abonnez-vous et partagez. Portez-vous bien.